Voilà, donc la réunion est commencée. Et donc merci à tous ceux qui participent et qui, par avance, nous rejoindront en cours de route. Donc le sujet aujourd'hui, c'est de parler du revenu universel de base. Donc c'est un sujet qui avait été proposé par Roger Winterhalter, et donc je vais lui laisser la parole dès maintenant. Il faut savoir qu'à la suite de ça, on est 15 à peu près à s'être inscrits à ce rendez-vous, et il y a plusieurs personnes qui ont envoyé des messages. Alors des messages qui vont dans le sens, et puis d'autres qui sont plutôt en retrait. Vas-y, Roger. Voilà. Bon, je prends donc la parole, je me présente, et je pense que ce serait bien que les gens qui interviennent se présentent aussi rapidement, hein, pour voir. Donc moi, je suis porte-parole d'Assemblée des citoyens du monde, je suis au Congrès des peuples, et puis finalement citoyen du monde depuis un bout de temps, et dans une autre vie, j'étais maire pendant un quart de siècle dans un petit village alsacien, et expert comptable de métier et citoyen actif, alternatif, et de tout temps intéressé par ce sujet. Hein. Je dois dire que et je me réjouis de cette réunion, parce que de voir des gens un petit peu de partout, je trouve que comme on dit, la mayonnaise commence à prendre, et je pense que c'est à continuer régulièrement. Le sujet qui nous préoccupe est un sujet à la fois naturellement local. Quand je dis local, vous m'entendez toujours là parce que je disparais? Tout à fait, tout à fait. C'est à la fois français, mais c'est aussi un sujet mondial. Si, on vous entend. Combien de temps est-ce que j'ai pour parler, Daniel? 5-10 minutes, je ne sais pas ce que tu as prévu. Ok, donc vous m'arrêtez si je vais être trop long, mais je vais essayer d'être bref, sachant que si je suis bref, j'oublierai un certain nombre de choses. Mais donc il a été porté d'abord surtout par quelqu'un qui est aussi au Congrès des peuples, je tiens à le souligner, c'est Marie-Louise Dubois, qui est la fille de Jacques Dubois, qui a dans les débuts du XXe siècle porté en France ce sujet. Elle le porte toujours à travers une revue qui s'appelle La Relève, mais il faut dire que ça arrive à chacun, et moi pour commencer, qu'on vieillit, et qu'elle n'est plus aussi en pointe qu'elle ne l'était. Et le sujet est porté en France par une association qui s'est créée, un mouvement qui s'appelle le Mouvement français pour un revenu de base. Et je me suis surtout basé sur deux registres que vous voyez là, deux livres qui sont extrêmement intéressants, qui prennent ce sujet sur un outil pour construire le XXIe siècle, et aussi comment financer. Moi-même, à ma manière, avec mes mots à moi, et avec ma manière de fréquenter les milieux avec des personnes qui sont en situation de chômage ou en situation de précarité, j'ai dit que j'ai fait dernièrement un article qui est une espèce de cri d'alarme suite au coronavirus que nous avons tous vécu, c'est de dire que tout ce que nous réclamons, c'est un ticket pour la vie et pas pour la survie, c'est-à-dire le droit de vivre correctement et d'avoir un revenu correct. Alors, une fois que j'ai dit ça, je me rappelle aussi que le mouvement français a dit que le revenu de base, c'est l'urgence d'une société plus solidaire. Alors, soit nous redémarrons dans nos pays respectifs pour recommencer comme ailleurs, ou soit nous profitons de cet instant pour essayer de se battre pour un revenu de base universel et inconditionnel. J'ai fait en son temps un petit exposé pour des milieux divers que je vais essayer de reprendre parce que ça va plus vite. On dirait le revenu de base, c'est une utopie. Je dis oui, c'est une utopie, mais qui est réaliste, parce qu'on se constate que l'automatisation permet aujourd'hui de produire et de distribuer des biens et avec moins de main-d'œuvre, donc plus de chômage. Il y a donc plus de richesse pour les inventeurs des machines, les propriétaires, les spéculateurs, et plus de pauvreté, puis de celles qui vendent leur force de travail.
Et en plus, on a dans notre tête qu'il faut gagner son paradis à sa sueur de son front, que tout salaire doit être mérité par l'effort, qu'il faut d'abord réaliser des bénéfices pour distribuer des miettes aux pauvres, et que certains disent même, des militants patentés, qui disent que le revenu d'existence empêchera les êtres humains de revendiquer, de se battre. Voilà X raisons pour laquelle il faut le refuser. Et comme je me suis appuyé sur ces deux registres et sur ces idées, on peut d'abord dire c'est quoi un revenu de base? C'est d'abord, alors je lis le texte exact, un revenu d'existence inconditionnel versé sans contrôle ni de ressources ni exigence de contrepartie et cumulable avec d'autres revenus. Ce revenu sera versé sur une base individuelle, régulière, à tous les membres d'une communauté comme usufruit de l'énorme patrimoine humain que nous trouvons en naissant et que nous devrons à notre tour laisser en héritage à celles et ceux qui viendront après nous. Alors, voilà, c'est ça. Alors, on peut dire qui mérite de vivre, enfin, etc. Et il faut savoir que ça fait partie aussi d'un principe qui s'appelle l'économie distributive, où il y a, qui veut dire que dans les décisions d'une entreprise, les choix sont basés sur des consultations démocratiques, qu'il faut partager le travail et qu'on a le libre choix de son activité. Je reviendrai dessus par la suite, et qu'on installe aussi à terme une monnaie distributive. Comme quoi, vous verrez que nous en sommes là de loin. Alors, maintenant, je reviens sur l'automatisation. On constate on estime que 47% des emplois américains pourraient être remplacés par des machines. Il s'agit donc aujourd'hui non pas de se lamenter en disant il faut se réjouir parce qu'elle permet parfois de s'exonérer de travaux pénibles et de reverser le gain d'une productivité à un tronc commun qui permet de financer un revenu de base. Donc, et en même temps, le travail prend d'où son sens. Il faut le réenchanter, pour ainsi dire. Il faut faire un travail qui correspond à nos possibilités, aux besoins de ceux et celles qui nous entourent, et en disant que je ne vois pas pourquoi on doit vivre après avoir travaillé. On ne travaille pas d'abord pour vivre après. Le travail fait partie de la vie. Donc, il ne faut pas dire qu'il ne faut pas travailler, au contraire, mais il faut rendre des services à la société, sachant que 75% des activités, tenez-vous bien, 60% des activités sont des activités qui ne sont pas, sont des activités qui sortent qui sont des activités informelles. C'est des services que les uns rendent les uns aux autres. Donc, il s'agit donc de redynamiser le sphère des activités non marchandes, associatives et culturelles. Et alors maintenant, on peut se dire, mais l'emploi, je crois que l'emploi, n'oublions pas, c'est avant tout une reconnaissance sociale, mais créer de l'emploi n'est pas un but en soi en disant il faut créer de l'emploi. On fait de l'emploi parce que ça sert à quelque chose. Si par exemple, je prends un exemple qui m'est cher, c'est construire des armes pour tuer des gens, je ne vois pas à quoi c'est utile. D'autant plus que, et je reviens tout de suite au financement, là on distribue des bombes sur la tête des gens qui n'ont rien demandé, on les distribue gratuitement. Et quand il s'agit de parler de revenus d'existence, on se dit, finalement, il n'y a pas de moyens, etc. Bon, et on constate qu'on est dans une société où les uns gèrent le superflu et que les autres vivent dans l'exclusion et la précarité. Donc, voilà. Donc, d'abord, thème, l'emploi. L'emploi, il faut le travail, il faut le réenchanter, il faut voir qu'est-ce qui rend service et qu'est-ce qui ne rend pas service à la société. Et les emplois pénibles, les travaux pénibles, il faut tout simplement, ça se fait sous forme de rotation. Je ne vois pas pourquoi ce seraient toujours les mêmes qui vident les poubelles. Je crois qu'étant donné que en ce qui me concerne, je participe au remplissage des poubelles, il est normal que je fais mon tour de piste pour essayer de vider ces poubelles. Donc, maintenant, on revient à un thème, le financement. Rappelons donc que le revenu de base est un revenu d'existence universel
Et inconditionnel, les pistes de financement, le première piste de financement, et ça c'est pour tous les pays, ça nous semble être l'impôt sur le revenu des ménages, sachant que celui qui a un grand revenu, eh ben, il paiera aussi des impôts. Et ça viendra se rajouter, mais il paiera des impôts. Et souvent, celui qui a des grands revenus, eh ben, finalement, il paiera autant d'impôts que le revenu qu'il a, que le revenu d'existence qu'il a touché. Et alors, on peut dire que par exemple, pour la France, si on voudrait mettre en place un revenu de base à 1 000 € par exemple, la dépense sera de 384,700 milliards d'euros. À première vue, ce montant semble énorme, mais rappelons-nous qu'en ce qui nous concerne, je parle égoïstement d'un pays que je connais, c'est-à-dire la France, le Conseil national de la résistance a réussi à imposer, à mettre en place des lois sociales très onéreuses pour le budget d'une nation parce qu'il a été porté par une volonté politique et un rapport de force en faveur d'une société qui avait décidé de mieux partager le bien commun, alors que le pays était ruiné. Et on a trouvé cet argent tout simplement parce que les financeurs, comme on dit, les capitalistes, pour utiliser le mot en question, ben finalement, ils étaient plus ou moins, pendant la période d'annexion liée avec les nazis, et qu'ils avaient un profil bas et qu'ils ont payé. Maintenant, pour revenir à d'autres sources de financement, on peut dire, par exemple, le RSA actuellement, qu'il pourrait être automatisé et individualisé, et le coût budgétaire d'un RSA est de 12,2 milliards d'euros. RSA, c'est 500 et des poussières de revenus. On peut aussi, alors ça c'est strictement français, mais on peut aussi trouver d'autres forces de financement qui sont la taxe sur la consommation et la fiscalité écologique, l'impôt sur les bénéfices, l'impôt sur le patrimoine, la taxe sur les transactions, le développement des services non automatisables, la taxe sur le carbone. Donc, on peut trouver un tas de pistes de financement, tout ça pour montrer que c'est possible. Et c'est ainsi que rien, par exemple, ne devrait nous empêcher d'accroître les taxes sur les biens dont la production est automatisée et réduire les prélèvements qui pèsent sur les services non automatisés. On peut inventer, on peut aussi, par exemple, réfléchir sur une TVA sur certains services qui accroissent le lien social et qui baisseraient à ce moment-là, et d'autres seront supprimés. On peut aussi, ne serait-ce que, lutter un petit peu plus sérieusement contre la fraude fiscale, qui dans le commerce en ligne, par exemple, dans le manque à gagner, se chiffrait, tenez-vous bien, en 2013 à 168 000 milliards. Donc, c'est à peu près la moitié de ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous avons également la taxe carbone qui accroîtrait le prix à la consommation. Des biens dont la production rejette des gaz à effet de serre. Nous pourrions, en ce qui concerne, là je reviens à la France, mettre fin aux fuites de l'impôt sur société, en faisant en sorte que toutes les entreprises, y compris les multinationales, payent 33% d'impôt sur les bénéfices. Je suis expert comptable et j'étais un temps où on payait 50%, et puis ça passait, hein, c'était 50%, et puis du bénéfice. Donc voilà, on peut, sur un autre plan, on peut également parler de cotisation sur les robots, d'une mise en place d'une taxe sur les transactions financières, on peut imposer davantage le patrimoine, on peut remplacer la propriété privée par une propriété d'usage, on peut déclarer que certaines ressources, comme les hydrocarbures et les minerais, sont des ressources faisant partie d'un bien commun, et donc la propriété de tous, qui est à répartir sous forme de dividendes universels. Donc, on peut aussi renforcer taxes foncières. Disons, ce n'est pas un problème de financement. Le problème de financement n'est pas un problème, c'est un problème de volonté politique, et on peut naturellement commencer par petit, par exemple par l'augmentation du RSA, mais il ne faut pas
que ça reste un revenu pour les pauvres. C'est un revenu pour tous parce qu'il est universel et en ce qui concerne le monde, étant donné c'est un revenu pour le monde entier et puis chacun, selon sa situation, selon ce revenu, ce sera c'est en fonction des richesses des uns et des autres. Et on peut commencer par un remplacement du RSA et on peut au fur et à mesure l'évoluer. Mais il ne faut surtout pas rester à ça, sinon ce n'est qu'un aménagement du système. Actuellement, il y a des conseils présidents de conseils départementaux, et il y a des députés qui se penchent en France sur ce problème. Au moins, on en parle, on en est loin, mais il est fort possible, connaissant la faculté d'adaptation de notre grand chef Emmanuel Macron, on peut estimer qu'ils trouveront peut-être quelque chose pour un petit peu faire semblant et un petit peu améliorer, mais pour en ce qui concerne ceux et celles qui se battent pour un revenu d'existence, c'est vraiment un changement global et ça mérite aussi finalement un changement global dans notre manière de penser. Alors on est prêt à continuer, à commencer par petit, mais on est avec la volonté de nous dépasser les uns les autres. Je pense que j'étais pas trop long. J'ai tenu, je crois, 10 minutes, si mes souvenirs sont exacts. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, naturellement, mais j'espère que j'ai été assez clair et assez précis. Mais je me sens pas apte certainement à répondre à toutes vos questions, mais je pense que les uns et les autres pourront me compléter, pourront apporter des compléments d'information et pas seulement à répondre. Et moi, c'est pas seulement à moi de répondre aux questions. Je suis avant tout un vulgarisateur, un expérimentateur qui essaye de faire passer cette idée. Bon, ben voilà, vous n'avez pas besoin d'applaudir, donc c'est maintenant dit. et donc, je crois que le débat peut s'ouvrir. Je me réjouis que, encore une fois, que les citoyens du monde, que dans le cadre de la citoyenneté mondiale, on aborde ce problème qui est loin de faire l'unanimité, y compris dans les milieux d'avant-garde, parce que tout simplement, on est encore lié à la notion de salaire. Il faut gagner un salaire, il faut travailler, et ceux qui ont un revenu de base sont des fainéants, enfin des choses comme ça qui sont totalement erronées, parce que je pense que celui qui spécule, il travaille pas beaucoup et il gagne bien sa vie. Voilà. Bien, merci Roger. Donc, j'ai remarqué ici, parce qu'on arrive à voir les noms de ceux qui sont présents, qu'il y a Carmelo Catafi parmi nous. Ah, Carmelo Catafi, tu lèves la main. Voilà. Carmelo Catafi qui est de Monterrey au Mexique. Ouais. Voilà. Donc, je trouve que c'est sympa. Hein. Il est professeur d'université à Monterrey. Et donc, voilà. Il y a, je pense qu'il est ici toujours, il y a Christophe, non, il y en avait un, Yves. Yves, est-ce qu'il est là? Yves de Toulouse. Je pense que c'est lui qui avait apporté la question. Peut-être pourrait-on aborder à un moment donné le sujet de la monnaie. Alors Yves, si c'est toi qui es là, tu mets ton micro et tu causes. Oui. Oui, j'ai ouvert mon micro. Et vous m'entendez bien? J'entends un ou deux questions. Ah là, il y a un petit problème. Bien. Bon, l'ordinateur. Alors, je vais lire la question. Oui. Donc, je sais peut-être. Je vais lire la question. Cette monnaie est créée par. Alors, pourrait-on aborder à un moment donné le sujet de la monnaie libre, G1, créée il y a 3 ans et qui propose un dividende universel? Donc, il y a un site principal qui est donné, qui pourrait être mis dans le compte rendu qu'on fera.
Cette monnaie est créée par chaque citoyen membre du réseau Monnaie Libre via sa toile de confiance. Elle est indépendante de toute monnaie nationale et ses initiateurs, simples citoyens, n'ont pas voulu attendre la mise en place d'une hypothétique revenu universel de la part des gouvernements. Il y a actuellement plus de 2600 membres à travers le monde, mais principalement en France et en Belgique où est née cette monnaie. Voilà. Donc il y a un autre projet, oui. Je peux réagir. J'ai oublié de dire effectivement que la monnaie est partie intégrante de cette évolution. Et c'est surtout pour le moment, ce qui nous concerne, on appelle ça des monnaies complémentaires, mais la monnaie dans le cadre d'une économie distributive devrait être devrait être édité, devrait être mis sur le marché en fonction des biens et des services rendus par les uns et les autres et distribués à la population. Les uns en fonction de leur effort, de leur capacité, etc. Et en partie donc aussi pour un revenu d'existence. Et cette monnaie, donc, ça fait partie, effectivement, ça peut très bien se faire à travers, et ça devrait se faire à travers une monnaie de ce type. Mais c'est un long sujet et je pense qu'un de nos prochains débats, on pourrait l'alimenter à travers sur le sujet de la monnaie. Donc, voilà, c'est un moyen de la monnaie telle que tu viens de la décrire est un moyen de distribuer effectivement les richesses. Alors, j'ai eu aussi un autre message d'un certain Christophe. Alors, je ne sais pas, il y a un Christophe qui se trouve ici en ligne mais qu'on ne voit pas. Ah, non, il est parti. Si, il est là. Ce Christophe dit, suivant l'idée de revenu universel depuis 25 ans via le journal de l'économie distributive La Grande Relève, je m'inquiète de voir cette mesure dévoyée et revenir à devenir un outil non pas de liberté, mais de contrôle et d'asservissement au service des gouvernements, s'orientant de plus en plus, comme on peut le constater, vers le totalitarisme. Et oui, les capitalistes, ça ose tout, surtout pour garder la main mise sur le peuple. Et comme ce dernier semble se rebeller de plus en plus, il faut le calmer avec une aumône, comme cela a toujours été fait. Le revenu universel, c'est comme l'écologie, incompatible avec une économie capitaliste. Bon, je pense qu'il a tout dit. Moi, je suis totalement d'accord avec eux. Il faut surtout pas que c'est une mesure qu'on prend pour un petit peu calmer les esprits, pour aménager les esprits. Mais donc, ça veut dire que si on nous propose des choses, notamment en commençant par le RSA, il faut les accepter, mais pas rester on peut très bien dire que par exemple, on commence par ramener le RSA je sais plus quel est le revenu moyen là, en seuil de pauvreté, ça doit être entre 800 et 900 euros. Je dis pourquoi pas, mais il faut tout de suite avoir en tête qu'on doit passer rapidement à autre chose, quoi. Et pour tout le monde. Et ceux qui disent, mais celui qui a déjà 3, 4, 5, enfin, il y a des gens qui ont des revenus immenses, ben, ils reverseront le revenu d'existence sous forme d'impôt. C'est pas, ça se fait rapidement, sans aucun problème. Mais effectivement, je suis d'accord avec cette remarque. Nous devons veiller à ne pas d'être dévoyés. Et j'ai l'impression que ceux qui proposent ça dans certains coins, ben c'est uniquement pour aménager un système qui est en bout de souffle. Voilà, quelqu'un veut-il prendre la parole? Donc, du Cameroun, Michel Yakam. Est-ce que... Ah. Que cela vous inspire au Cameroun?
Réagissez, hein, parce que sinon j'aurais l'impression que je vous ai ennuyé. Donc il faut ouvrir son micro. Il faut Pardon? ouvrir son micro. Hein. Pardon? Qu'est-ce que tu dis? Michel, il faut ouvrir son micro pour parler. Voilà. Bien. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire au Cameroun, ça? Déjà, bonjour, bonsoir à tous. C'est bon, c'est en train de passer. Je peux aller? C'est possible? Oui, oui, oui. Ok. Déjà, en ce qui concerne la thématique sur le revenu universel mondial, moi, je vais essayer un peu de me focaliser d'abord vers le contexte occidental, plus précisément celle de l'Europe, celui de l'Europe. Alors, pour un revenu universel d'urgence en Europe, je pense qu'il est important que les Européens appellent à l'Union européenne, à l'Eurogroupe en particulier, à pouvoir créer des instruments financiers qui pourront être dirigés par l'Union européenne pour soutenir déjà tous les membres de l'Union européenne dans l'introduction rapide d'un revenu de base inconditionnel, sur revenu de base inconditionnel en tant que mesure d'urgence pour essayer de rééquilibrer les choses parce que, comme l'a tantôt soutenu le prédécesseur, vous voyez par exemple des personnes qui donnent leur énergie à pouvoir travailler. Et aujourd'hui, carrément, on a tout est automatisé, on a des appareils, des instruments qui les remplacent. Alors, quelle sera la valeur ajoutée? Et également, il faut apporter une aide rapide et non bureaucratique à tous ceux dont la sécurité économique est menacée par la crise. Bon, aujourd'hui, on a la crise du coronavirus qui est une crise qui est de trop. Et c'est important déjà que les Européens se mobilisent à pouvoir revendiquer, soit peut-être par une pétition. Mais également, il faut interpeller les personnes qui sont aux commandes. On a par exemple Madame Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne. On a Christine Lagarde, qui est la présidente de la Banque mondiale centrale européenne. Et également Mario Centeno, président de l'Eurogroupe, surtout l'Eurogroupe, et les ministres également de l'économie et des finances des États membres de l'Union européenne. Pourquoi c'est important? C'est important parce que il y a plusieurs qui ont perdu leur source de revenus. Au jour d'aujourd'hui, on a ceux qui font les coiffeurs, les chauffeurs, les sportifs. La liste est interminable. Ils ont perdu leurs emplois. Et cette liste interminable de personnes ne savent que comment ils vont faire pour payer leurs factures. Pourtant, c'est des personnes qui interviennent dans le maillon du tissu économique pour pouvoir apporter la valeur ajoutée chaque fois que besoin se fait sentir. Donc l'insécurité est partout. Maintenant, combien de temps cela va également durer? On n'en sait rien parce que avec la pandémie qui est de trop, qui est celle du coronavirus, on se trouve, je peux dire aujourd'hui, au bout du gouffre, parce que c'est une pandémie déjà qui nous prive de nos libertés, mais également elle nous empêche de pouvoir travailler. Et à côté de là, également, on a aussi des systèmes automatiques qui sont mis sur pied, mis en place pour également remplacer cette main-d'œuvre humaine. Donc, c'est une occasion idoine que les Occidentaux se mobilisent. Je prends le cas d'abord des Occidentaux parce que en Afrique, précisément au Cameroun, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais les répercussions ne sont pas trop ça. Donc, lorsqu'on fait la comptabilité, les dégâts sont moins collatéraux à notre niveau ici. Et je pense qu'il est important de s'inspirer du contexte occidental pour essayer de voir comment à notre niveau ici, on puisse également prévenir les choses avant qu'il ne se passe trop tard. Donc, pour moi, c'est important. Il faut un revenu de base
qui devrait être un paiement mensuel inconditionnel pour chaque personne qui est en train de subir de plein fouet je sais pas comment je peux, ces difficultés-là, afin de garantir, en fait, que ce montant puisse garantir un niveau quand même de sécurité alimentaire quotidien, que quelqu'un puisse avoir à manger, quelqu'un puisse avoir à se loger, quelqu'un puisse avoir à payer ses factures. Donc, si c'est fait, j'ose croire que voilà, on aura pu au moins se résoudre ce problème de revenus de base. Bon, maintenant, pour terminer mon propos, ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que les Européens comptent s'organiser, ou bon, du moins, comment est-ce que les citoyens du monde comptent également s'organiser Il y a une coupure de son du côté du Cameroun. Rappelle-lui, Daniel, qu'on ne l'entend plus. Oui, oui, ben, je crois que c'est son ordinateur qui a planté. Bon, est-ce que je peux, en attendant qu'il reprenne, que son ordinateur se déplante, est-ce que je peux apporter quelques réactions rapides par rapport à ce qui... Je n'ai pas tout entendu parce que c'était assez... je dis par exemple à l'automatisation, j'ai saisi quelques mots. À l'automatisation, je dis tant mieux pour l'automatisation, mais ça nous permet de libérer du temps pour rendre des services. On a besoin d'un tas de services dans tous les domaines. Quant à la sécurité alimentaire, je pense c'est un droit. Les êtres humains qui sont sur cette terre ont un droit à la vie. Et donc, pour vivre, il faut apprendre à partager ses revenus. C'est pour cette raison qu'on l'a appelé avec quelques-uns un ticket pour la vie. Il est normal que que tout être humain qui vient sur Terre ait de sa naissance à sa mort un revenu qui lui permet non seulement de subsister, mais de vivre. Et je pense que maintenant, pour dire quel est le rôle des citoyens du monde, c'est de porter ce message. En France, nous avons le mouvement français, mais par exemple, le mouvement français, je viens de nous inviter. On a une rencontre prochainement entre des Allemands, des Suisses et des Autrichiens. Le mouvement sera présent et rencontrera des amis allemands et suisses qui se penchent. En Suisse, ça a même donné lieu à un référendum. Donc, le débat est généralisé. Et je pense que les citoyens du monde doivent rentrer dans ce phénomène. Maintenant, comment y arriver? Je pense qu'il faut naturellement interpeller les puissants, mais il faut savoir, ils se laisseront interpeller. Il ne faut pas attendre grand-chose, sinon ça se saurait. Ils l'auraient fait depuis longtemps. Donc, il faut tout simplement lutter. Et pour terminer tout à l'heure, j'avais fait en son temps, il y a 1 an, un petit poème que j'ai signé, le Charlot citoyen du monde, qui appelle à la lutte par rapport à ce que je me permettrai de vous lire pour terminer notre propos, si Daniel me trouve un moment encore pour me permettre de parler avant 18 heures. Avant 18 heures, c'est ça. Donc là, je lis un message ensuite, ça va être la personne au gilet jaune, hein, mais il y a le Carmelo Catafi qui a envoyé un chat qui dit « Bonjour à tous, je n'ai pas accès au microphone. L'approche du revenu universel est très intéressante. Comment faire face au problème de la spéculation monétaire et donc pouvoir être un revenu qui garantit l'équité. » Je peux réagir? Oui. Je peux réagir? C'est facile. Effectivement, il a compris que le problème, la spéculation, il y a des gens qui ne font rien. Je donne un exemple. Si nous sommes, un certain nombre d'entre nous, de culture judéo-chrétienne, si Joseph avait à la naissance de Jésus-Christ placé un pfennig, c'était la monnaie allemande, à 5%, il aurait récolté en 1460 une boule d'or équivalent au poids de la terre.
Donc c'est un exemple. Et donc la monnaie ne doit pas servir à spéculer, elle doit servir à déclencher des activités, à échanger, point à la ligne, et pas autre chose. Et donc c'est pour cette raison que ça passe par des monnaies de ce type. Oui, donc l'homme au gilet jaune, mais je ne connais pas le nom. Voilà. Oui, bonjour, Jean-Claude Fajot, en Suisse. Ah. Donc, je suis médecin à la retraite et membre de Citoyens du Monde depuis, je ne sais pas, tellement longtemps. Donc, j'ai suivi ça de loin parce que j'étais en activité. Maintenant, j'ai un peu plus de temps. Donc, je voudrais, effectivement, notre ami a parlé du référendum en Suisse, de la votation, qui avait eu un beau succès. C'est une idée qui fait son chemin, c'est clair, le revenu de base universel. Dans la population générale, on en parle de plus en plus. Et nous savons très bien qu'il y a certains groupes politiques qui sont favorables. Et la question, c'est celle-ci. Donc, Daniel, il pourra certainement répondre. On sait que les lobbies sont très actifs auprès des députés européens et un peu partout dans le monde, de toute façon. Et est-ce qu'il y a un chargé de la communication des citoyens du monde qui est en relation avec ces groupes politiques qui sont favorables à ce revenu universel? Et est-ce qu'on pourrait imaginer, effectivement, que Citoyens du Monde pourrait avoir un délégué auprès des députés européens? Parce que je pense, moi aussi, qu'il est temps que les choses changent. Et comme disait notre ami, qu'il y a des gens qui travaillent très peu et qui gagnent beaucoup d'argent. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de mérite. Ils savent faire des placements, d'accord, peut-être. Mais ça mériterait quand même qu'on puisse faire un peu le forcing parce que ça commence à être un peu urgent. Il ne faut pas oublier que la crise économique, il paraît qu'elle est derrière. Elle était déjà derrière nous il y a 10 ans. On savait très bien, avec des économistes compétents, qu'elle était plutôt devant nous. Et qu'il ne faut pas oublier que la crise de 29, on y est à 10 ans. Donc, ça ne va pas s'arranger particulièrement et qu'il y a des gens qui souffrent parmi la population qui a du mal à joindre les deux bouts. Donc, est-ce qu'il y aurait la possibilité à Citoyens du Monde qu'il y ait un délégué, un volontaire, pour faire un peu de forcing auprès des députés européens ou d'autres instances? Je peux réagir? J'avais dit que j'ai pas réponse à tout, mais j'ai quand même envie de réagir par rapport à notre ami suisse. On peut peut-être se tutoyer, hein, ce serait oui, bien. Bien sûr. Donc moi, je suis en rapport avec les copains de Bâle qui sont très actifs sur ce sujet qui faisait partie à l'origine du référendum. Et on a l'habitude de se retrouver régulièrement. Je signale que nous avons prévu des groupes de chômeurs et de précaires des 4 frontières. On a prévu de se retrouver en septembre, à la 25 et 26 septembre, avec des Suisses et avec des Autrichiens à Freiburg en Brisgau et ensuite à Mulhouse sur ce thème du revenu d'existence. Donc, si tu peux trouver et tu as envie de venir nous rejoindre, je trouve que ce serait super bien parce que c'est toujours très intéressant. La proposition, moi, je trouve qu'elle est super. Il faut la faire. Personnellement, je serais prêt à me sacrifier pour participer à ce genre de sport par rapport aux députés européens. Je signale que j'ai été invité il y a quelques mois par les francs-maçons du Grand Orient qui à Paris avaient réuni, toutes les régions étaient réunies. Je pensais qu'ils allaient me mettre en cause, etc., me trouver. Et ils en étaient ravis. Hein. Ils ont, comme ici, ils n'ont pas cherché à pinailler sur tel ou tel thème. Ils ont été beaucoup plus positifs que certains militants de gauche et de la gauche en France là-dessus. Et donc, ça veut dire que ça existe
ta proposition, je pense qu'il faut la retenir et voir, réfléchir comment c'est possible, si on pourrait avoir un délégué ou être invité par une commission économique ou quelque chose comme ça au niveau de l'Europe. Mais note en attendant notre rencontre à Fribourg, à Freiburg, et donc le thème sera le revenu de base. Ok, ben, j'aimerais bien avoir l'information. Il faudrait que je puisse avoir ton adresse mail ou quelque chose comme ça. Tu envoies ça à Daniel, il me le fait suivre, comme ça je ne vais pas te embêter les autres avec mon adresse. Donc ton nom, c'est comment toi? Roger Winterhalter, c'est un nom qui est connu. Ah oui, ça y est, oui, d'accord. Je te vois souvent sur le... D'accord, merci. Et tu es d'où? De quelle région? En Suisse, je suis à Bienne, à côté de Neuchâtel. Ah, voilà. Oui. Voilà. Jean-Baptiste, toi qui découvres un petit peu le sujet, quel est ton point de vue dessus? Micro. Le micro. Tu peux ouvrir ton micro? C'est en bas en bas de l'écran, juste à gauche du petit téléphone rouge. Comment je vais faire, moi, là? Non, on n'entend pas. On va couper le micro. Peux-tu essayer d'ouvrir ton micro? On t'entend pas, ton micro est coupé. Jean-Baptiste, ton micro est coupé. Bon, ben, désolé. Tant pis, hein. Désolé. Si je me souviens bien, donc j'interviens un petit peu à mon tour, si je me souviens bien, il y avait des théories de Jacques Dubois qui nous ont été rapportées par Guy Marchand il y a longtemps, et qui disait que donc la machine allait remplacer le travail humain dans de nombreux domaines, et que finalement il n'y aurait plus de salaire ni de revenus à circuler qui pourraient financer l'impôt. Et donc, l'idée de Jacques Dubois, me semble-t-il, était que les machines devraient être imposées. Voilà. Oui, tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, Roger? Oui, mais c'est le principe même. On prévoit aussi dans le financement qu'il y a une taxe sur l'automatisation des machines, quoi. C'est pas qu'on fixe des taxes et qui nous permettraient d'abonder dans une caisse commune pour le financement des financement d'un revenu d'existence. Donc c'est ça qu'il disait. Hein. C'est ça. Alors, le montant est que même si je dis X%, ben, d'autres diront ben, c'est un petit peu plus, un petit peu moins, mais enfin c'est le principe qu'il faut retenir, qu'on peut effectivement mettre en place une fixe. Là, il marque. On peut également fixer une cotisation sur les machines et sur les robots, quoi.
Bien, merci Roger. Alors là, je lis un message de Christophe qui nous a quittés parce qu'il devait faire autre chose. Donc, je n'ai pas accès, moi non plus, au micro, mais le revenu universel de subsistance ou d'existence devrait être garanti par toute nation. Ce devrait être un droit naturel. Comme ce médecin suisse, pourriez-vous, sur mon courriel, me donner plus de détails sur cette rencontre de Fribourg? Et donc, il donne son courriel. Donc, c'est dans le chat, tout ça. Hein. Il donne son courriel, c'est cmichael19@gmail.com. Je peux réagir encore une fois là-dessus? Oui, oui, La oui. rencontre de Fribourg est née d'une rencontre il y a 20 ou 30, 25 ans. Je préfère ne plus me rappeler parce qu'on vieillit de plus en plus. C'était trois personnes. C'était Hans-Georg Heimann de Bâle qui a lancé un certain nombre de mouvements de chômeurs à Bâle et Rudi Eichenlaub de Freiburg et moi-même. Et on a pris l'habitude de nous retrouver depuis maintenant 25 ans régulièrement avec des gens en situation de précarité, d'autres qui sont solidaires avec ces personnes. Donc, il y a un monde un petit peu divers qui a l'habitude de se rencontrer. Et cette année, nous voulions organiser une caravane de l'espoir en faisant le tour, en partant de Berlin jusqu'à Paris, en passant par Bruxelles et par d'autres coins, de Bâle par exemple, et en rencontrant des expériences un petit peu diverses et alternatives. On peut malheureusement pas le faire, le coronavirus ayant passé par là. On l'a remplacé par 2 jours, un jour à Freiburg en Brisgau, je crois que c'est le 25 septembre, je suis en train de trifouiller dans mes papiers, le 25 et le 26 à Mulhouse, et le thème sera donc un des thèmes, le thème principal sera le coronavirus et maintenant après. Est-ce que nous allons repartir comme avant ou est-ce que nous allons faire différent? Donc c'est le 25 à Fribourg et le 26 à Mulhouse. Et l'autre thème, c'est un revenu d'existence dans nos pays respectifs et en Europe, et je pourrais rajouter dans le monde. Donc les citoyens du monde pourraient être présents à ce moment-là. Et donc le milieu, c'est donc les mouvements de chômeurs et de précaires et de personnes en situation de précarité et d'autres personnes comme moi par exemple qui sont solidaires avec ces mouvements. Donc ça se passe toujours dans une ambiance très décontractante et très réactive et d'une forme de citoyenneté active où chaque parole a sa valeur et chacun est pris en considération. Donc voilà un petit peu ce qui se trame. J'en profite aussi pour dire que cette notion de revenu de base est aussi alliée avec, par exemple, elle peut donner sur certains services, ça ne donnera pas lieu à versement d'un montant, mais certains services pourraient devenir gratuits. Donc, et on peut faire on peut calculer, on peut prendre ça en compte. Jean-Baptiste, je crois que oui, ton micro est ouvert. Oui, parce que je travaille sur une demi-fenêtre pour en même temps taper, alors je n'ai pas vu que le micro était coupé. Bon, alors, je réfléchis à ce revenu de base, effectivement, et notamment à une taxe sur les machines. Mais le fait est que c'est assez difficile. La taxe sur les machines, elle existait. C'était la taxe professionnelle. Il y a quelques années. Monsieur le comptable, il sait ce que je veux dire. Bon, Roger. On l'a supprimé nationalement, alors que peut-être, en effet, il aurait fallu l'étendre de façon au niveau de l'Union européenne. Mais avec l'Union européenne, on a un petit peu une perte d'autonomie fiscale des États. Et donc, il y a ça, c'est qu'on perd des moyens de taxation qui seraient utiles, comme la taxation des machines. Il y a aussi, pour assurer ce revenu universel, le financement, je pense qu'il y a une autre chose à travailler, c'est la répartition des bases fiscales par les conventions, parce qu'on s'aperçoit bien que les personnes physiques comme vous et moi, les gens moyens sont plus ou moins contraints de rester dans leur pays pour travailler, alors que les grandes entreprises qui allouent les facteurs de production où elles veulent, elles vont dire, ben moi je paye l'impôt en Irlande et je le paye, je crois que c'est au Luxembourg, oui, au Luxembourg, puisque les conventions me le permettent, et donc ils usent de ces moyens.
je pense que pour trouver les moyens financiers de prendre en charge la population aussi bien celle sans emploi que celle en mauvaise santé et qu'elle ait les mêmes droits que nous tous, il faudrait commencer par restituer aux États leurs propres ressources qu'ils ont perdues avec les années. Roger parlait du taux d'impôt sur les sociétés à 50%, c'est vrai, c'est vrai il y a encore environ 15 ans, je crois à peu près. Il a diminué, mais s'il y avait la moindre harmonisation fiscale qui n'existe pas justement, on pourrait retrouver les moyens de l'autonomie des États et donc de l'autonomie des individus. Ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, on peut poursuivre un objectif mondial et solidaire, mais pour ça, des fois, il faut partir du plus petit, c'est-à-dire l'État, pour essayer de suggérer aux autres de faire comme nous. Voilà. Roger? Roger, je pense que ça mérite pas de complément. Je veux pas, je suis pas. Je pense que ce que tu as dit, ça complète un petit peu ce que je viens de te dire. Je trouve que c'est bien. Ça prouve je trouve que c'est assez encourageant d'entendre ce genre de réaction qui tranche un petit peu du monde militant auquel je suis habitué. Il y en a toujours un qui dit si les gens ont revenu d'existence, ils militeront plus, ou les autres disent il faut se remplacer par un salaire à vie, c'est friot. Je dis pourquoi pas, mais faut-il à tout prix jouer sur les mots? Et voilà, mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Voilà, donc on va arriver à la fin de notre rencontre. Là, tu avais un petit poème à nous dire, là, Roger? Alors, disons le poème, oui, j'ai envie de vous le dire parce que je l'ai sorti là ce matin quand j'ai préparé mes dossiers. J'ai dit, tiens, j'ai envie de leur lire ça parce que finalement, on se dit là, c'est déjà bien que au niveau des citoyens du monde, et je pense que même si on ferait maintenant un texte en disant que nous nous sommes réunis à travers le monde pour, etc., qu'on demande un délégué au conseil un délégué, etc., je pense que ça risque de secouer un petit peu le monde et il faut le faire. Mais d'un autre côté, ça ne passera pas seulement par ça. Il faut se savoir que si nous voulons imposer ça, ça passera aussi par des luttes. C'est-à-dire, il faut aussi se battre pour. Et le but de ce poème, c'est de dire que nous sommes dans un monde un petit peu bizarre où on dit un certain nombre de choses, où on partage, les uns vivent dans l'opulence et les autres gèrent l'opulence et les autres vivent dans la précarité et l'exclusion, mais qu'il faut se remuer. Alors je vous lis ça et dernièrement dans le cadre du coronavirus, j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient c'est le moment de se réveiller. Alors, et donc mon thème est d'actualité. C'est donc le Charlot. Charlot n'est autre que moi-même. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai l'habitude de jouer ce rôle un petit peu dans la rue pendant des manifestations. Donc, je suis le Charlot de service qui est citoyen du monde et qui dit « Oyez, oyez, bonnes gens, veuillez écouter la bonne nouvelle. Le bonheur est pour aujourd'hui. Travailler plus pour gagner plus pour consommer plus pour produire plus pour travailler plus. La boucle est bouclée. Et alors, le cercle tourne. Tout le monde, ou presque, est pris dans cette ronde infernale. Tout le monde est uni dans un grand parti unique, celui du grand capital. Le capital qui règne sur le monde, le capital qui rassemble dans un même élan droite, le centre et même souvent la gauche. Bref, une république en marche. Je parle naturellement de la France. Alors, de qui se plaint-on? N'est-ce pas merveilleux? Quoi de plus beau qu'un peuple qui travaille, qu'une famille qui consomme, qu'un chef qui nous guide, que des valets qui obéissent? Mais quel est donc ce bruit sourd, ce bruit d'un pays qu'on enchaîne, de ces bouches étentées, de ces bouches qui crient famine? Comment osent-ils, ces miséreux? Ils aimeraient travailler, mais il n'y a point de travail. Ils aimeraient gagner bien plus, mais c'est la pauvreté qui les étouffe. Alors que faire? Subir, gémir, dormir, mourir, ou alors se révolter, résister, et pourquoi pas? Et pourquoi donc? Pour renverser les puissants de leur trône,
pour partager le poisson, le raisin et l'avoine, le pouvoir, l'avoir et le savoir, pour élever les humbles. Pour cela, il suffit d'y croire, pour vivre et non survivre, car toutes les femmes et tous les hommes sont doués, et il suffit de le vivre à l'expérience. Allons, enfants de la fratrie des miséreux, notre jour de gloire est arrivé, le jour du refus de la misère, le jour de la solidarité, de la fraternologie. Donnons-nous la main et nous n'aurons plus faim. Bien, ben, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Donc, il y aura, on n'a pas été finalement très nombreux. Il y a des problèmes de connexion. Il y en a qui n'ont pas des ordinateurs suffisamment puissants pour participer. C'est ça qui est le problème. Hein, donc, on est obligé de couper le micro, de couper la vidéo. Bon, et on est dans une transition technologique qui, ça vient. On a de plus en plus du matériel qui correspond à ce genre d'activité. Alors, avec Roger, on s'est mis un petit peu d'accord pour que la prochaine fois, on ne fasse pas de grands exposés comme aujourd'hui, mais que tous ceux qui pourront participer disent un petit peu ce qu'ils ont dans la patate. Hein, qu'est-ce qui fait leur valeur, qu'est-ce qui fait leur idéal, qu'est-ce qui les motive en tant que citoyens du monde. Et donc ça serait dans 15 jours, si vous voulez bien. Hein, donc le 24 juin. Après ça, ça sera le grand rush d'été. On ne sait pas comment ça va se passer, mais au moins ça. Donc, il y aura un autre sujet plus tard qui va intéresser un autre public, certainement, c'est l'urgence écologique. Donc, ça aussi, il faut en parler. Hein, on reviendra bien entendu sur la question monétaire que Roger a indiqué, et puis également sur les solidarités d'urgence qu'il y a à mettre en place suite aux famines qu'il y a actuellement et accentuées par le confinement du Covid, et donc qui fait que un grand nombre de personnes qui jusqu'à présent n'étaient pas en situation d'exclusion vont se trouver. Et donc, il y a des solidarités nouvelles à mettre en place ici. Et donc, ça aussi, ça pourra faire l'objet d'un échange avec notamment l'expérience que nous suivons à Solidarité mondiale contre la faim depuis déjà longtemps. Voilà. S'il y a des choses… Donc, moi, je remercie tout particulièrement ceux qui restent ici. Mais donc, Michel Yakam et puis Carmelo Katafi, qui j'ai eu le plaisir de rencontrer ici pour la première fois. Et puis, donc, Jean-Baptiste, qui donc, a pris des notes, puisqu'il nous a dit qu'il travaillait sur un demi-écran, donc c'était pour ça. Voilà. Donc, il y aura un compte-rendu qui va être diffusé sur l'ensemble de nos réseaux. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Allez. Et dans 15 jours. Salut, hein, à la compagnie. Au revoir. Tu veux me parler, Michel? Non? Donc, ton micro est coupé. Ton micro est coupé, Michel. C'est bon là maintenant? Ah, ça va, oui. Ok. Vraiment, je suis très ravi, Monsieur Daniel Durand. C'est vraiment une toute première fois que je vous vois vraiment en face. Déjà, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites pour l'humanité, de tenir aussi une importante organisation comme la vôtre, qui est celle des citoyens du monde, et également de contribuer au quotidien pour l'amélioration, l'épanouissement des conditions de vie humaines. Mais également aussi, vous savez, par le biais de Alain Noël, nous avions une sérieuse difficulté au niveau du Cameroun à pouvoir se déployer. Je crois que la dernière fois, je l'expliquais à Madame Nathalie Kessler, et vraiment tout ne marche plus comme il se doit ici au Cameroun. Je ne sais pas, est-ce que vous n'envisagez pas essayer de rebooster les choses ici, que les citoyens du monde du Cameroun
puisse se mettre ensemble afin de davantage faire des activités